et bienvenue pour un nouvel épisode de Dernier Étage. Aujourd'hui, je suis très content, j'accueille Richard Tsipin, directeur général de Barnes. Bonjour Richard. Bonjour Antoine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir. Du coup, je voulais revenir avec toi sur l'année 2025 qui s'est écoulée, avoir un peu ton retour et surtout un peu nous projeter sur l'année en cours, savoir si ça va être positif pour l'immobilier ou pas. Du coup, je voulais te demander comment s'était passée l'année 2025 pour Barnes en général et puis pour Paris après plus précisément. Écoute, on a eu une superbe année 2025 avec une activité qui a progressé de l'ordre au minimum de 20%. D'accord. Sur 2025, un peu partout. Alors, comme tu le sais, on est présent dans 20 pays. Ok. On est présent évidemment en France. On est leader en France depuis maintenant un certain nombre d'années. Et on est surtout présent à Paris et dans les grandes stations balnéaires et dans les stations de sport d'hiver assez haut de gamme, évidemment, puisque c'est un peu notre positionnement. Et globalement, l'année s'est très bien passée. J'ai un peu le sentiment que c'était un rattrapage des 2 années précédentes qui étaient des années de crise. 2023-2024, on a beaucoup souffert. Et cette crise était liée évidemment au taux d'intérêt qui était monté d'un cran, et même plus d'un cran au début 2023, avec la guerre en Ukraine et toute la crise qui est économique, inflationniste, etc., qui a suivi. 2023-2024, c'était donc 2 années de crise. 2025, c'est un peu un rattrapage des projets qui se sont bloqués pendant 2 ans. Donc, on a fait une très belle année. Et pour parler un peu de prévision et de 2026, j'ai le sentiment quand même que 2026 risque d'être une année un peu plus compliquée. Ouais. D'une part, à cause des élections, pas seulement municipales, mais aussi présidentielles. Donc, ça risque de durer une belle année. C'est ce qu'on dit toujours un peu avant une période d'élection, c'est toujours un peu compliqué. Ça se vérifie à chaque fois quand même. Alors, oui, en fait, étonnamment, je me demande pourquoi les gens se disent il y a des élections, donc on va faire attention à notre projet immobilier. Mais en réalité, je pense que cette année, c'est un peu particulier parce que là, on est entre les 2 tours, à l'heure à laquelle on tourne ce petit podcast. Et on voit bien qu'il y a quand même une espèce de progression des extrêmes, qui est, pour celui qui s'intéresse à l'économie, qui est quand même relativement inquiétant et qui inquiète en tous les cas nos clients, ceux qui ont un certain pouvoir d'achat, ce qu'on appelle les high net worth individuals, et qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés sur le plan fiscal. Ouais. Donc il y a cette inquiétude qui plane. Et puis évidemment, depuis 3 semaines, on a aussi cette guerre États-Unis, Israël et Iran qui en rajoute une couche, je dirais presque plus psychologique qu'économique pour l'instant, et l'économie viendra dans la foulée s'il y a un blocage, évidemment, sur le détroit d'Ormuz. Mais globalement, il y a quand même 2 raisons pour lesquelles beaucoup de clients se posent beaucoup de questions, et même s'il y a une vraie activité, il y a beaucoup de visites, il y a beaucoup de projets potentiels, mais en réalité, les clients ne se lancent pas, ne closent pas, comme on dit, dans leurs projets parce qu'ils se posent plein de questions. Et j'ai entendu dire, et d'ailleurs c'était un peu une réflexion, j'ai certaines personnes qui me disent que peut-être la guerre au Moyen-Orient peut faire revenir des gens qui vont se dire finalement la France c'était pas si mal et je vais peut-être investir. Est-ce que t'as ton idée là-dessus ? Oui, en fait, cette crise, entre guillemets, française qui est liée au risque économique, politico-fiscal, a déjà dans un premier temps un double phénomène parallèle. Il y a beaucoup de Français très aisés que nous rencontrons à longueur de journée qui se disent « la fiscalité va me pénaliser et donc je souhaite mettre en vente pour quitter le pays ». En parallèle, on a pas mal d'étrangers qui sont toujours en recherche d'un appartement parisien, on va dire, parce que finalement, on s'aperçoit que beaucoup d'étrangers sont séduits par Paris pour plusieurs raisons. Il y a la raison du charme de Paris et du passage obligatoire parisien pour celui qui a de l'argent, parce que Paris fait rêver le monde entier, et il faut reconnaître que Paris est sans doute l'une des plus belles, voire la plus belle ville du monde. Mais il y a ce deuxième phénomène qui est la sécurisation de ses actifs, et c'est vrai que quand on est un client étranger qui vit dans un pays, soit un pays de l'Est, soit un pays du Moyen-Orient aujourd'hui, soit un pays d'Amérique du Sud, par exemple, ou asiatique, on a beaucoup de moyens et on veut sécuriser une partie de son patrimoine immobilier, il est clair que la France, je pense à Paris, mais je pense un peu aussi à la Riviera, la France est un pays rassurant. Même s'il est fiscalement un peu inquiétant, il est quand même économiquement très rassurant. Donc c'est vrai, comme tu le dis, il est tout à fait possible
et j'espère probable, qu'un certain nombre de clients étrangers se diront je vais investir aussi en France parce que je sais qu'au moins là, on ne prendra pas une bombe sur la tête avant longtemps. Non, mais tu as raison, c'est plutôt mal. Je pense la même chose que toi. Je voulais parler aussi un peu de la typologie des clients parce qu'on dit beaucoup les Américains dans l'immobilier de prestige, les Américains, mais il y a aussi d'autres nationalités. Et tu disais aussi des Français. Il y a aussi, c'est ce que j'avais déjà dit lors d'un podcast, on a aussi des Français qui font des très belles acquisitions. Absolument. On a quasiment autant de Français que d'étrangers qui s'intéressent à Paris et à la Riviera, qui achètent des biens d'exception qui peuvent valoir 10, 15, 20, 30. On a même vendu un bien à 97 millions l'année dernière. Wow. Donc ce sont aussi bien des Français que des étrangers. Mais quand on a un certain niveau de patrimoine, quand on est si, entre guillemets, riche que ça, il est clair qu'on ne se retient pas d'investir dans la pierre qui est une valeur refuge malgré tout. Donc évidemment, c'est normal qu'on... Alors les Français qui achètent en France sont des Français qui achètent aussi à l'étranger, évidemment. Donc ça, ils font partie de cette clientèle, alors là, ce qu'on appelle les ultra high net worth individuals, qui est cette clientèle internationale, qu'elle soit française ou étrangère, internationale, qui investissent dans les endroits qui sont sécurisants, entre guillemets, et qui prennent de la valeur. Et d'ailleurs, chaque année, on a une étude qui sort avec Barnes sur le comportement de cette clientèle très aisée, comment se comporte-t-elle en termes d'acquisition immobilière dans le monde. D'accord. Et en termes de biens, est-ce que c'est toujours les mêmes biens qui attirent ou est-ce qu'il y a des nouveaux... On parle souvent des hôtels particuliers. Est-ce que c'est toujours ça qui est un peu le vent en poupe ? Est-ce qu'il y a d'autres choses en ce moment sur les... Toujours l'adresse, je suppose, quand même ? À Paris ? Ouais. À ou Paris, après à Paris ou dans le sud de la France. Oui, non, mais c'est vrai que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est d'abord, comme tu dis, c'est l'adresse. Ouais. Oui, toujours. La qualité du bien, ça peut être des très beaux hôtels particuliers avec un espace extérieur, des très beaux appartements avec terrasse, espace extérieur. L'espace extérieur, c'est toujours quelque chose de positif. C'est souvent des beaux espaces. Et puis, relativement des biens qui sont clés en main. Ouais. Alors ça, c'est clairement pour les étrangers, pour leur éviter de passer un certain temps et avec le risque de non-maîtrise des travaux. Eux, c'est les clés en main, c'est clair. Mais les Français aussi aiment bien des biens d'exception qui sont globalement assez terminés. Après, ils mettent leur petite touche en termes de décoration. Mais oui, voilà. En parlant des travaux, maintenant, vous avez aussi un partenariat avec Paragon, qui est pas mal finalement, ce système pour, par exemple, un étranger qui ne trouve pas la décoration qu'il veut. En fait, Barnes leur propose des architectes qui va pouvoir, en fait, qui vont leur faire les travaux et plusieurs, en fait, des architectes de différents univers, c'est ça C'est ça. Guillemets. En fait, j'ai rencontré Guillaume de Saint-Lager. Oui. Guillaume, qui est un type formidable, qui a une quarantaine d'années, qui a été l'un des patrons de l'Orient Express, qui a une grande sensibilité à l'architecture, à l'esthétisme, à la décoration, aux travaux. Il s'est lancé dans une activité qui était sa passion, qui était donc l'architecture. Et l'idée, c'est d'être agent d'architecte. Donc son idée, c'est de repérer des architectes de grands talents, qui ne sont pas encore des stars, et de créer comme ça un portefeuille d'architectes qui ont des typologies différentes, qui ont des personnalités différentes, qui ont des profils différents, qui s'adaptent à des projets et des clients différents. Et on a créé avec lui ce service qu'on appelle Barnes Interiors. Donc Paragon est une société à part. D'accord. Et Barnes Interiors est ce service qui est proposé pour Barnes, pour les clients de Barnes. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'un client a un projet de ce type-là, Guillaume et son équipe vont trouver l'architecte qui correspond à la typologie des clients en termes déjà de budget. Parce qu'on n'est pas là pour profiter et être excessif. Le budget doit être complètement adapté à ce que souhaite le client. Et puis ensuite, dans la personnalité du projet, la typologie, les matériaux, l'organisation du bien, tout ça, c'est quelque chose de très adapté. Et donc, c'est un vrai service qui marche très bien d'ailleurs, parce qu'en ce moment, à l'heure à laquelle je te parle, on a une trentaine de projets en cours. Ah oui. Donc, c'est bien parti. Mais en même temps, c'est une vraie solution, parce que c'est souvent ça qui pêche. Pourquoi les étrangers vont jamais sur des appartements rénovés ? Parce qu'en fait, ils savent pas qui appeler, qui va les accompagner. Ils ont peur d'être un peu livrés à eux-mêmes, parce que surtout, ils retournent après. Par exemple, je vois les Américains, ils retournent aux États-Unis. Du coup, ils préfèrent prendre du clé en main pour être tranquille, mais c'est une bonne solution. Absolument. Je vais revenir un peu sur les taux. T'en parlais une fois quand les taux baissent, ça profite à l'immobilier. Mais est-ce que dans l'immobilier de luxe aussi, mine de rien, les gens font quand même des prêts et plus les taux sont bas, plus on a des gens qui achètent, ou l'immobilier de luxe est quand même moins touché ? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle l'immobilier de luxe.
soit on est vraiment dans le prestige. Oui. Et là, effectivement, le client n'a pas trop de problématiques liées au taux. Ouais. Si c'est pour acheter un appartement, un pied-à-terre à 4, 5 ou 8 millions d'euros, il n'y aura pas de problème de taux. Si c'est un immobilier haut de gamme, mais qui représente, par exemple, pour le client, sa résidence principale, et que l'appartement vaut 3 ou 4 millions, et que le client est un grand avocat ou un entrepreneur qui doit prendre 1 million ou 1,5 million d'emprunt, là, le taux peut jouer quand même si une majorité de nos clients sur ce positionnement ne sont pas contraints par les taux, ça peut jouer. Donc, quand il avait un projet avec des taux à l'époque de 0,9% et que les taux sont passés à 4,5, forcément, ça a bloqué le marché. Maintenant, on est autour des 3, 3,2 et il y a moins de problèmes sur cette clientèle, évidemment. Alors, on va essayer de faire rêver un peu les auditeurs. Est-ce que tu aurais en tête 3 transactions assez dingues que Barnes a fait en 2025 ou là, en ce début d'année? Alors, j'ai entendu 97 millions. Alors, c'est quand même assez dingue. Alors moi, je ne suis pas en permanence sur le terrain, Bien sûr. J'ai pas trop d'exemples. J'ai cet exemple-là parce que j'avais rencontré effectivement le propriétaire lorsqu'il s'était agi de rentrer le mandat et de discuter avec lui du prix. Okay. D'ailleurs, c'est pas simple d'estimer un bien de ce niveau-là. Donc ça, c'est, on va dire, pour rester un peu dans le flou, parce qu'on a quand même un devoir de confidentialité. Bien sûr. C'est un hôtel particulier qui se trouve dans le 7e arrondissement. Le 7e et le 6e étant les 2 arrondissements parisiens les plus successful aujourd'hui et les plus séduisants sur le très haut de gamme. C'est un hôtel particulier qui devait faire autour des 2500 mètres carrés, avec une cour d'honneur d'un côté, un grand jardin de l'autre, et évidemment des espaces, des volumes magnifiques. Voilà. Donc, c'était forcément, il n'y a pas 36 clients capables d'acheter un tel bien. Et aussi, on n'a pas 36 000 parce que c'était un peu l'objet de mon autre question. Quels sont un peu les biens qui atteignent les sommets en prix au mètre carré? C'est un peu ce qui est introuvable comme ça. Déjà, un jardin dans Paris, je peux en témoigner, c'est très dur. Mais en plus d'avoir un hôtel particulier avec un jardin et une cour d'honneur, c'est un peu ça qui fait que ça fait monter les prix au mètre carré. Alors, il y a le prix en valeur absolue qui est énorme. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas 36 capables d'atteindre ce niveau-là. Mais après, pour les prix au mètre carré, comme tu le disais tout à l'heure, c'est l'adresse. C'est une vue sur la Seine, une vue sur des jardins, une vue sur un bois, une vue sur un monument qui séduit évidemment beaucoup les étrangers. Et après, c'est les étages les derniers étages, les terrasses, les volumes. Enfin, c'est tout ce qui fait le charme et l'exception d'un bien qui peut faire monter le prix, on va dire, peut-être à 25 000 euros le mètre carré rive droite et peut-être à 35 000 rive gauche. Et puis, alors, exceptionnellement, on monte à plus de 50 000. Bien sûr. C'est arrivé ponctuellement à Paris de dépasser les 50 000 euros le mètre carré. Complètement d'accord. Tu l'as déjà un peu abordé tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu peux dire aux acheteurs qui hésitent à investir à Paris? Comment les rassurer? Parce que finalement, on a toujours des gens qui hésitent. Tu sais, moi, personnellement, là, j'ai des gens qui font des visites, revisitent. Est-ce que je fais une offre? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que tu as... Oui. Je disais tout à l'heure, effectivement, Paris, c'est sans doute la plus belle ville du monde. C'est l'une des plus grandes capitales internationales, mais qui est géographiquement assez limitée en termes de superficie. Et comme le prix d'un bien, c'est le rapport entre l'offre et la demande, il y aura toujours beaucoup de demandes de la part des Français, des Parisiens et des étrangers à Paris, et une offre, comme je viens de le dire, relativement limitée. Donc ce rapport de l'offre et la demande est, sur le long terme, de toute façon, dans le sens d'une progression des prix de façon linéaire et rassurante. Si on achète un bien à Paris pour y rester 3 ans, 4 ans, alors là, effectivement, on se dit, est-ce que je l'achète trop haut et est-ce que je vais le vendre dans 3-4 ans trop bas? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième guerre, une troisième guerre ou je ne sais quoi? Donc, il faut être raisonnable et réfléchir quand on l'achète. Mais si on achète un bien pour une durée relativement longue, compte tenu de la qualité de l'immobilier, de l'architecture, du charme, de l'histoire de cette ville, je pense qu'il n'y a absolument rien à craindre à long terme. Je suis complètement d'accord avec toi. Notre entretien touche déjà bientôt à sa fin. J'avais une dernière question à te poser. Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui veut se lancer dans l'immobilier? Voilà, si tu avais un conseil à lui donner, notamment les jeunes qui commencent chez Barnes, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que tu as toujours ton conseil à donner? En fait, si on veut s'épanouir dans cet univers, il faut avoir plein de raisons autres que vouloir gagner de l'argent. Et c'est en étant passionné par cet univers, par la relation humaine,
par l'accompagnement du client dans ses projets, qui sont des projets importants, beaucoup plus importants que ce que le client peut imaginer. Ça peut parfois être même des traumatismes, le déménagement. Bien, si on y va pour ces bonnes raisons-là, d'abord on s'épanouira et on gagnera très bien sa vie. Si on y va juste que pour gagner de l'argent, on se plantera parce que on prendra pas le job par le bon biais et le client le sentira et on restera dans cette caricature de l'agent immobilier qui n'est pas toujours très valorisante. Je suis d'accord. Merci beaucoup Richard pour cet entretien. Antoine. Et puis je vous retrouve pour un nouvel épisode de Dernier Étage très bientôt. Merci à vous.